Merci à tous d'être là et de m'avoir invité pour vous présenter ce livre, car en venant ici, c'est une sorte de retour à la case départ, puisque la genèse de ce livre s'est faite à Nantes, grâce à l'IEA, et à l'occasion d'un séminaire organisé à Saint-Florent-le-Vieil en juin 2009. Donc cette soirée est pour moi une soirée de reconnaissance et de gratitude, car sans l'invitation de l'IEA en 2009, ce livre n'aurait pas vu le jour, et sans votre invitation aujourd'hui, je n'aurais pas pu vous le présenter. Mais je dis je devrais dire plutôt nous, car ce livre n'est pas du tout un produit d'un seul homme, c'est le produit d'une collectivité et d'abord d'un duo. Car depuis le début, ce projet a été un projet que nous avons mené de manière plurielle. Et d'abord avec un ami qui a un profil assez comparable au mien, en ce sens qu'il est lui aussi franco-allemand et qu'il a habité très longtemps à Berlin, mais avec une différence heureusement essentielle, cet alter ego est plus jeune d'une génération. Il est né en 1971, alors que moi je suis né en 1943, ce qui fait que dès le début nous avons croisé les regards. À l'origine de ce livre, une question qui elle-même résulte d'un constat banal. Les Européens d'aujourd'hui sont tous les héritiers d'une histoire commune, chacun bien sûr à leur manière. Mais c'est ça qui est le point de départ. Mais une fois qu'on a dit cela, cela débouche sur une interrogation. Considèrent-ils ce passé commun comme leur passé ? D'où le titre que nous avons donné à notre livre, Notre histoire. Comment se sont-ils appropriés ce passé ? Que reste-t-il de ce passé chez chacun d'entre eux ? Voilà la question directrice de notre livre, ou pour le dire plus simplement, une approche mémorielle de la question de l'identité européenne. À partir du moment où on parle d'identité européenne, on voit qu'on est aussitôt plongé dans des débats quasiment universels, non seulement en Europe, mais aussi au-delà de l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Comment peut-on la définir ? Où commence-t-elle ? Où s'arrête-t-elle ? Quels sont ses objectifs ? Qu'est-elle appelée à devenir ? Une question essentielle qui, en général, est posée à partir d'une réalité que nous connaissons tous, qui est celle de l'Union européenne, mais dont on constate très bien que, très rapidement, elle déborde l'Union européenne. À peine parle-t-on d'identité européenne qu'on se demande, cette identité européenne, d'où vient-elle ? Donc on est renvoyé à l'histoire. Et l'histoire de l'Europe est une histoire pluriséculaire. La première fois qu'on a parlé d'Europe au sens de collectivité humaine et non pas simplement de réalité géographique, c'est le 8e siècle de notre ère. Donc on a en quelque sorte 13 siècles derrière nous qu'il faut prendre en compte. Et d'autre part, lorsqu'on parle de l'identité européenne, il est évident qu'on ne se limite pas aux pays qui font partie de l'Union européenne, mais que l'on va au-delà. Comment parler de l'Europe sans impliquer là-dedans les Balkans, qui ne font pas partie de l'Union européenne dans la majorité, ou bien la Russie, sans parler de l'Ukraine et de la Biélorussie.
ou bien la Turquie elle-même héritière de l'Empire ottoman, ou bien Israël, etc., etc. Donc dès que l'on parle de l'Europe, on s'aperçoit que aussi bien d'un point de vue chronologique que d'un point de vue topographique, on a affaire à une réalité bien plus vaste et en même temps bien plus complexe. Notre objectif, du coup, pour tous les auteurs de ce livre, a été de contribuer à ce débat qui est bien antérieur au lancement du livre, en apportant des éléments d'information sur tout ce qui touche à l'identité européenne dans le temps comme dans l'espace, en mettant en avant la profondeur dans le temps, la complexité dans la réalité et la diversité enfin dans le temps comme dans l'université, comme dans l'espace. Et j'en viens maintenant à la dernière question qui est la plus importante. Comment avons-nous cherché à contribuer à notre manière en tant que chercheurs, avant tout historiens, mais pas seulement historiens. En gros, je crois que les 4/5 des auteurs sont historiens. Mais heureusement, il y a le 5e qui nous rachète, si j'ose dire. Comment est-ce que nous avons contribué à répondre à ces questions? D'abord en partant de 2 observations toutes simples, dont l'une vient de Marc Bloch et l'autre de Fernand Braudel. Marc Bloch qui avait dit une fois, juste après la guerre de 14, il n'y a pas d'histoire de France, il n'y a qu'une histoire d'Europe. Et Braudel qui a rebondi là-dessus après la Seconde Guerre en disant, il n'y a pas d'histoire d'Europe, il n'y a qu'une histoire du monde. Donc dès le départ, nous avons situé nos questions dans un contexte global, mondial, global comme on dit en allemand ou dans les autres langues. Deuxième approche, en mettant l'accent sur la dimension mémorielle de l'identité européenne, nous n'avons pas voulu faire un retour sur toute l'histoire de l'Europe, mais nous avons voulu simplement cerner ce qui est aujourd'hui présent de l'histoire dont nous sommes les héritiers. Pour reprendre la célèbre formule de saint Augustin, la mémoire, c'est le présent du passé. C'est ce que vous trouvez en haut comme titre de la première partie de notre livre, ce qui veut dire que pratiquement tous les articles partent du présent et reviennent au présent. Troisième chose, nous l'avons fait en ayant un certain nombre de patrons qui nous ont guidés les uns et les autres dans nos réflexions. J'évoquais Julien Gracq tout à l'heure ou encore Marc Bloch et Fernand Braudel, mais je pourrais évoquer tout autant Maurice Halbwachs, qui a le premier travaillé sur les mémoires collectives, Pierre Nora, avec les lieux de mémoire, Tony Jatt, qui, après 1989, a été le premier à se rendre compte qu'il fallait repenser l'histoire de l'Europe en prenant l'Europe dans sa totalité et non plus dans sa définition occidentale qui était celle de l'Union européenne d'après la Seconde Guerre, et bien entendu, le plus important d'un point de vue de la réflexivité, Paul Ricoeur. Pour un ouvrage de ce type-là, collectif, il ne peut être que collectif, non seulement parce que Thomas et moi nous avons travaillé ensemble, mais parce que aucun d'entre nous ne peut prétendre être capable de dire ce que sont les mémoires européennes. Et donc nous avons rassemblé autour de nous une équipe d'un peu plus d'une centaine d'auteurs. Les 3/4 d'entre eux sont originaires de l'Europe et le quart restant vient du reste du monde, ce qui nous permet de combiner le regard de l'intérieur et le regard de l'extérieur. Nous avons veillé à ce que parmi les Européens, le poids des Occidentaux ne soit pas trop écrasant. Ils sont encore trop nombreux, mais nous avons en tout cas veillé à ce qu'il y ait aussi des Européens de l'autre Europe, qui est tout aussi importante que l'Europe occidentale. Nous avons veillé à ce qu'il y ait non seulement des hommes, mais aussi des femmes,
Il n'y en a certainement pas assez, mais il y en a plus pour que ce soit seulement des alibis. Et nous avons enfin veillé à multiplier les différences de génération. Il y a 55 ans de différence entre l'auteur le plus âgé et l'auteur la plus jeune. Mais surtout, ce que nous avons veillé, c'est de demander à chacun de ces auteurs, qui pour beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs binationaux ou plurinationaux, d'écrire des textes qui soient des contributions à un débat collectif et non pas des leçons données aux lecteurs. Des essais, comme on le dit tout simplement, de tailles différentes, qui ne prétendent pas apporter une vision définitive des choses, mais qui au contraire multiplient les regards. Nous avons au total 150 entrées. Il s'agit, pour citer Samuel, de croiser les savoirs et les points de vue, et d'écrire des textes qui, en quelque sorte, suscitent la curiosité des lecteurs pour les inviter à réfléchir par eux-mêmes sur la question de l'identité européenne et à apporter eux-mêmes une réponse à cette question. Car la réponse à la question de l'identité européenne n'est pas une réponse de chercheurs, de savants ou comme on dira, la question étant une question avant tout politique. Seuls des citoyens peuvent apporter une réponse à cette question, et c'est pour ça que dans ce livre, nous n'avons pas de conclusion qui prétend apporter une réponse. Nous prenons part, avec notre compétence, à un débat ouvert, en n'oubliant pas que sont les limites de notre compétence. Et pour que tout cela puisse se faire assez bien, nous avons, Thomas et moi, avec l'aide de beaucoup de personnes avec qui nous avons discuté, à commencer par Ibrahim Atioub, mais aussi Bénédicte Savoie, que vous allez écouter prochainement, nous avons élaboré un plan qui essaye d'ouvrir le plus grand nombre de perspectives possibles et évite d'avoir des oublis trop graves. Ce plan, nous l'avons ensuite mis en valeur avec l'aide de 5 coéditeurs. Une femme, Valérie Rozou, qui est une politiste et philosophe qui vient de Belgique et qui travaille beaucoup sur les questions de la réconciliation partout dans le monde. Un ami japonais, Akiyoshi Nishiyama, qui lui-même est spécialiste d'histoire européenne et qui a apporté un regard extérieur sur ce que nous avons analysé, car tous ces coéditeurs ont relu avec nous tous les textes que nous avons reçus et nous ont aidés ensuite à poser des questions aux auteurs. John est là et pourra vous dire qu'on l'a embêté en lui posant des tas de questions. Le troisième, Pierre Monet, un historien franco-allemand médiéviste qui travaille sur l'Europe médiévale. Le quatrième, Olaf Rader, un médiéviste allemand berlinois qui travaille avant tout sur l'espace méditerranéen au Moyen-Âge. Et le dernier, Jakob Vogel, un Allemand qui maintenant enseigne à Sciences Po à Paris et qui travaille à la fois sur la question des nationalités et des nations en Europe et sur l'expansion européenne dans le reste du monde. Voilà comment nous avons commencé à constituer notre équipe et comment nous avons travaillé. Et le plan, vous le voyez, nous avons, parce que nous sommes restés français, 3 grandes parties dans notre livre. La première, présence du passé, où nous commençons délibérément par les mémoires vives, c'est-à-dire les mémoires douloureuses, car ce sont celles qui sont les plus présentes chez les uns et les autres. Et en contrepartie, car notre livre a une construction de type dialectique, l'envers des mémoires douloureuses, c'est-à-dire la manière dont, au cours des époques et jusqu'à l'époque présente, les Européens ou ceux qui prétendent parler au nom de l'Europe ont construit un grand récit de l'Europe
insistant sur les côtés positifs de l'Europe. En troisième partie, dans cette première partie, ce que nous avons appelé les berceaux, où se trouvent les racines de l'Europe, et en contrepartie des berceaux, les corps à corps, c'est-à-dire un certain nombre d'exemples de ces conflits que l'on retrouve en permanence dans l'histoire européenne et qui montrent bien que toutes les tentatives de construction d'une identité européenne sont contrecarrées par des contradictions. Je passe maintenant à la deuxième partie, les Europes. Pour bien montrer que l'Europe est dans sa réalité même plurielle, héros et âme damnée, je n'ai pas besoin de continuer d'expliciter ce que ça veut dire, paysage et imaginaire, car les représentations en matière mémorielle sont tout aussi importantes que les réalités matérielles, passion et sortilège, car dans tout ce qui touche à la mémoire, mais aussi à l'histoire, les dimensions émotionnelles sont déterminantes, front et frontières, avec en tête une phrase de Krzysztof Pomian que tout le monde peut reprendre à son compte: l'histoire de l'Europe est celle de la frontière. Et celle de ces frontières, aucun continent ne compte autant de frontières que l'Europe jusqu'à aujourd'hui. Mais après les frontières qui mettent l'accent sur les divisions, croisements et confluences, c'est-à-dire les interactions, les rencontres, et enfin mots et dépôts, c'est-à-dire les formes de mémorialisation et les institutions de mémorialisation qui constituent l'Europe. Et puis enfin, pour terminer, rapidement la troisième partie, Mémoire Monde. Pour bien montrer dès le début que aussi bien l'histoire de l'Europe que les mémoires des Européens d'aujourd'hui ont toute une dimension mondiale à des degrés divers. Et nous avons classé ces articles, vous le voyez, sous 4 rubriques. L'Europe conquérante, car l'Europe a conquis le monde, et plus encore que la conquête du monde, l'Europe a unifié les différents continents européens entre eux. Donc d'un certain point de vue, l'Europe a créé le monde. Deuxièmement, l'imposition. Comment les Européens qui ont conquis le monde et l'ont dominé ont imposé au reste du monde un certain nombre de représentations, de normes, de valeurs, etc., qui continuent toujours à être d'actualité aussi bien en Europe qu'en dehors de l'Europe. Troisièmement, les exportations, ce que les Européens ont repris du reste de l'Europe, mais aussi ce qu'ils ont donné au reste de l'Europe et que le reste de l'Europe s'est approprié, très souvent d'ailleurs, pour s'en servir, pour s'émanciper de la domination européenne. Et puis enfin, les échanges, tout ceci se complétant, et avec cela, j'espère avoir réussi à tenir le temps que j'avais promis à Pierre. Alors, je vais vous parler de l'Europe et notamment de la difficulté de définir l'Europe et notamment ses confins. Où est-ce que l'Europe commence? Où est-ce que l'Europe termine? À l'Est, est-ce que la Russie fait partie de l'Europe? Est-ce que la Turquie fait partie de l'Europe? C'est des questions d'actualité, mais j'ai envie de dire que ça a toujours été des questions d'actualité. Du point de vue de l'Europe occidentale, est-ce que l'Empire byzantin faisait partie de l'Europe? Est-ce que l'Empire ottoman faisait partie de l'Europe? La Russie? Alors, si on demande à un géographe qui fait de la géographie physique, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Il dit, l'Europe n'existe pas. Ça n'a pas de sens de dire qu'il y a un continent qui est coupé d'un autre par des montagnes. Donc, ça ne va pas nous aider. On peut aussi interroger la mythologie grecque. Il y a évidemment le mythe d'Europa, cette jeune princesse phénicienne qui joue sur la plage avec ses copines, qui voit ce beau taureau, Zeus, qui monte le taureau part, il amène jusqu'en Crète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce mythe? Ça veut dire que l'Europe n'est pas européenne, mais orientale. Que, si j'ose pousser le trait un peu plus loin, on pourrait même dire que l'Europe est une réfugiée
libanaise sans papier. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça fait partie d'une série de mythes grecs qui explorent cette relation trouble entre la Grèce et l'Orient, l'Égypte, ou dans ces cas-là, les Phénicies, où on voit que tout vient, donc que ce soit Dionysos, ce soit autre chose, tout vient de l'Orient. Donc, si on tourne maintenant vers l'histoire, et notamment l'histoire de la géographie, alors évidemment, chez les Grecs, le mot Europa existe. Ensuite, on le retrouve au Moyen-Âge chez les géographes latins, aussi chez les géographes arabes, ou Rufa, mais c'est un terme d'érudition géographique. Personne ne se définit comme européen. Et personne, quand on parle de par exemple, ces croisés qui arrivent à Constantinople, qui déferlent sur la ville de Constantinople en 1097, la princesse Anne Comnène, qui écrit l'histoire de son père, les appelle les Celtes. Donc ce sont les Celtes, c'est le mot qu'elle utilise pour parler de ces Européens de l'Est. De l'Ouest, pardon. Et dans le même contexte des croisades, les auteurs arabes parlent de ifranj ou faranj, les francs. Donc les francs, c'est le terme qu'on utilise et que ces croisés vont adapter eux-mêmes. Ils vont s'appeler, quand ils sont en Orient, les francs, franquis. Ils ne vont pas s'appeler européens. À partir de quel moment on se définit vraiment comme européen? C'est surtout à partir du XVe siècle. Notamment, c'est l'humaniste Ennius Sylvius Piccolomini, qui devient pape Pie II, qui écrit au milieu du XVe siècle un traité sur l'Europe, où il donc traité des géographies historiques, où il décrit l'histoire des différents pays européens. Et pour lui, la distinction, c'est la frontière de l'Europe, c'est la frontière avec l'Empire ottoman. Donc, pour lui, on utilise l'Empire ottoman comme l'autre pour construire ce que c'est que l'Europe. Et j'ai envie de dire qu'on a souvent, évidemment, quand on décrit un groupe, on utilise l'autre pour définir soi-même. Et quand on définit l'Europe, c'est souvent en regardant vers l'Est, vers le monde byzantin, le monde slave, le monde musulman. On trouve ces réflexes chez un historien belge du début du XXe siècle, Henri Pirenne, qui a été prisonnier de guerre dans un camp allemand et qui s'est mis à réfléchir sur ce que c'est que l'Europe. Et il a mis les origines de l'Europe, non pas dans la Grèce antique, mais plus près de chez lui, dans les terres carolingiennes, qui sont maintenant Belgique, Pays-Bas et une partie de la France et de l'Allemagne. Et pour lui, le déclencheur de la création de l'Europe à l'époque de Charlemagne, c'était l'islam. C'était les conquêtes musulmanes qui ont pour lui coupé l'Europe de la Méditerranée. Et il disait, sans l'islam, l'empire franc n'aurait sans doute jamais existé et Charlemagne, sans Mahomet, serait inconcevable. Bon, il y a pas mal d'historiens qui ont mis en question ensuite ces thèses, qui ont au moins le nuancé, mais le fait est que quand on s'intéresse à la définition de l'Europe, souvent on le fait en regardant l'islam. Donc la contribution que j'ai faite à la première partie, c'est effectivement sur l'islam, le rôle de l'islam dans la définition de l'Europe. Parce que souvent, quand on s'intéresse à l'islam du point de vue d'auteurs européens, c'est avec des questions identitaires en tête. Quand on parle de la figure de Mohammed ou Mahomet, comme on l'appelle le plus souvent, alors Mahomet est souvent dénigré, bien entendu, par des auteurs chrétiens du Moyen-Âge, et bien au-delà, on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un comme Geert Wilders, de l'extrême droite néerlandaise, qui appelle Mahomet un terroriste, pédophile et psychopathe. Mais d'autres auteurs vont mettre en valeur le prophète de l'islam
pour mieux critiquer l'Église anglicane. C'est le cas de Henry Stubb en 1671, ensuite Edward Gibbon un siècle plus tard, ou pour critiquer l'Église catholique. C'est le cas avec Henri Comte de Boulainvier et ensuite avec Voltaire. Donc, quand on réclame l'héritage intellectuel et spirituel du prophète Mohammed, donc c'est effectivement dans une lutte identitaire aux grandes dames des chrétiens traditionnels. Donc, certains de ces intellectuels du XVIIe, XVIIIe siècle seraient, si j'ose dire, des islamo-gauchistes avant la lettre. Alors, on lit le Coran aussi, on le traduit dès le XIIe siècle en latin, on le commente, on l'étudie en partie évidemment pour le réfuter, pour combattre l'islam qu'on voit comme une hérésie. Mais donc comme dit Luther qui écrit une préface à la première édition imprimée du Coran en latin, il dit qu'il faut publier le Coran parce que la meilleure arme contre les Turcs est de publier les mensonges et fables de Mahomet. Mais d'autres lecteurs vont miner le Coran pour des arguments contre leurs adversaires plus près de chez eux. Des catholiques vont l'utiliser pour trouver des arguments contre les protestants et inversement. Des trinitaires comme Michel Servet va l'utiliser contre des unitariens, des antitrinitaires vont utiliser contre la doctrine de la Trinité, des déistes contre des chrétiens protestants catholiques, etc. Donc si la présence et la visibilité de l'islam suscitent des controverses dans l'Europe au XXe et XXIe siècle, j'ai envie de dire que ça a toujours été le cas depuis le 8e siècle. Alors aujourd'hui, on connaît les débats sur la construction de mosquées, de minarets, sur le port de foulard ou de voile, sur les repas halal dans les cantines scolaires, etc., etc. Ces débats peuvent engendrer de l'islamophobie. Voilà, il y a un article sur, effectivement, mosquées et minarets dans cette dernière partie. Alors, ces débats peuvent engendrer des réponses simplistes, islamophobes, donc on dit l'islam est incompatible avec les valeurs républicaines, etc., ou au contraire, islamophile, l'islam est une religion de tolérance et de paix, ainsi de suite, aussi bien que ça peut provoquer des réactions plus nuancées ou plus ambiguës. Mais que l'on considère l'islam comme étranger à l'Europe, ou le considère comme une partie intégrante de la culture européenne, on finit toujours par parler de l'islam quand on cherche à définir l'Europe. Vous dites dans le prologue, dès l'origine, nous savions que nous serions conduits par la force des choses à mettre en avant les pleins des discours et des traces visibles plutôt que le creux des silences, des tabous, des groupes marginalisés ou sans postérité. Une histoire mémorielle n'est pas la mieux placée pour établir une histoire à part égale. Et en fait, moi, je me disais, une histoire des mémoires à part égale, ce serait plutôt que de faire un inventaire exhaustif de toutes les mémoires, évidemment, qui est pas possible, de prendre aussi en compte les absences, les silences, les oublis. En somme, une histoire qui décrypterait les opérations de sélection de la mémoire. Parce que ce qui est mis de côté, ce qui n'a pas suffisamment compté, pour reprendre ce que vous dites aussi dans l'introduction, ça fait, je crois, aussi entièrement partie de cette histoire des mémoires, parce que ça éclaire les choix que les acteurs font en fonction des objectifs qu'ils poursuivent et au moment où ils les poursuivent. Donc ce qui a compté et ce qui n'a pas compté, ce dont on se souvient et ce qu'on a oublié, sont en fait les deux faces d'une même pièce. Et je crois que c'est le fait de tenir les deux ensemble qui permet d'éclairer les enjeux et les histoires politiques et sociaux du passé. Le silence aussi peut ne pas simplement être un oubli, mais ça peut être un déni, un silence organisé, un refus de mémoire, qui n'émane d'ailleurs pas seulement de l'État, mais aussi parfois de ceux qui ont subi un traumatisme et qui souhaitent le dépasser parce que parfois c'est trop difficile de vivre avec. Ce thème est d'ailleurs abordé dans plusieurs articles. Ma première question est la suivante. Est-ce qu'à partir de l'ensemble des cas étudiés, on peut déceler une logique dans la manière dont la mémoire se transforme et
se transmet? Est-ce que le refoulé revient toujours? Est-ce que les revendications, les demandes de reconnaissance sont plus portées par la deuxième, troisième génération que par les témoins, les victimes et les survivants eux-mêmes, par exemple? Ou est-ce qu'il y a autant de logique que de cas, ou est-ce qu'on peut quand même faire une typologie? Je pense aussi que les silences, ou du moins les oublis partiels, ne correspondent pas nécessairement à une absence de traces visibles du passé. Dans le cas, par exemple, de la mémoire coloniale, on a des statues, la statue de Fédère à Lille, des noms de rues, des plaques commémoratives, des objets dans les musées qui sont des traces de cette violence coloniale et qui sont visibles et inscrits dans le quotidien. Ces silences ne correspondent pas non plus nécessairement à un vide historiographique, puisque les historiens ont pas mal quand même travaillé cette question et dans toute sa complexité. Ça ne correspond pas non plus nécessairement à un manque de volonté politique, même s'il a été relatif. Je parle encore de la mémoire de la colonisation, même s'il a été relatif et on peut dire tardif, mais on peut dire que, et notamment François Hollande, a fait quelques efforts dans la matière. Et c'est souvent d'ailleurs par effraction, par le canal du cinéma, de la littérature, des arts, que ceux qui portent une autre vision du passé colonial parviennent progressivement à se faire entendre. Et en fait, ces réticences à entendre l'expérience des colonisés et des descendants des colonisés, à reconnaître la violence de la colonisation, témoignent, comme le montre très bien l'article sur la mémoire coloniale, de la ténacité du mythe de la mission civilisatrice, qui est d'ailleurs assez largement partagée, qui est transformée un peu en une sorte de mission humanitaire, et qui fait qu'au fond, ce qu'on a apporté à l'Afrique, ce qui explique Catherine Kokré-Vidrovich, annulerait au minimum ce que l'on a pris, ce que l'on a détruit, comme si c'était un jeu de somme nulle. Et c'est ce qui explique aussi, je crois, la chape de plomb qui pèse plus spécifiquement sur la question des mémoires des guerres coloniales. Il me semble donc qu'interroger ces silences, c'est interroger la manière dont les sociétés européennes se pensent. Et je me demandais d'ailleurs si c'était que quand on parlait de colonisation, qu'on parlait de repentance, de la question de la repentance. Je crois, j'ai l'impression, en tout cas dès lors qu'il s'agit de reconnaître les mémoires de descendants d'immigrés originaires des anciennes colonies, comme pour balayer en fait la revendication. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, c'est une des questions que je me posais. Et est-ce que ce n'est pas un symptôme de la difficulté, donc, du point de vue de la France, de se penser dans sa diversité? Et en fait, la grande question que j'avais, bon, je pense qu'on ne pourra pas y répondre, c'est qu'est-ce que les choix, ce que les Européens décident de garder, ce qui a compté, dit sur le rapport qu'ils entretiennent avec eux-mêmes, sur le rapport qu'ils entretiennent avec les autres, de l'image qu'ils se font d'eux-mêmes et de celle qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. Voilà, merci beaucoup. Alors moi je vais revenir sur la notion des frontières, à la fois frontières entre un centre et une périphérie, ou des centres et des périphéries, alors à la fois au sein de l'Europe et entre l'Europe et le reste du monde. Revenir sur cette dualité alors de ces notions de frontières, et je commencerai d'abord par souligner à la fois l'ampleur du projet, qui est un projet vraiment monumental, et sa nouveauté dans le panorama historiographique français, car voilà, c'est un projet qui colle alors bien à l'esprit de l'UEA, qui nous amène à la fois à sortir des cadres de pensée étroits, des aires géographiques et culturelles, dans lequel alors nous baignons malheureusement quand on est universitaire, puisque voilà, on nous demande alors à la fois d'ouvrir les portes ou les fenêtres au large, mais on continue à enseigner des histoires nationales avec ces découpages chronologiques et temporels, histoire médiévale, histoire moderne, histoire antique, alors et ou que l'on enseigne en Europe. Alors, ce qui change juste, c'est les dates du passage histoire antique, histoire médiévale. Mais on a du mal à sortir, et on ne donne pas le choix de sortir de ces cadres chronologiques, parce que tout le discours et tout le façonnement des étudiants qui sont les futurs citoyens alors se construit sur cette idée médiévale moderne. Et qui dit médiéval moderne dit que le reste du monde n'est pas moderne. Donc on a du mal et on tourne en rond, c'est quelque chose d'assez schizophrénique. Et donc moi ce que je trouve remarquable dans cet ouvrage, donc c'est qu'un ouvrage qui ne nous dit pas des vérités, mais qui nous met, nous Européens, dans une forme d'insécurité par rapport au reste du monde. Et ça nous amène alors, ça montre toute la difficulté à la fois à se dire et à se penser européen dans un univers aussi pluriel que l'Europe, parce que vous ne réduisez pas l'Europe à quelque chose de monolithique, mais voilà, c'est un espace pluriel avec ses différentes histoires locales.
Et donc des histoires ou des moments de l'histoire où on peut se retrouver en situation d'être inclus ou exclu de cette histoire en fonction de l'évolution et des représentations qui se construisent au sein même de ce nous européen. Donc il y a un sens qui est donné à cette catégorie d'Europe qui a amené certains territoires à être définis comme partageant des valeurs ethniques, culturelles, politiques, religieuses ou économiques, et donc comme ayant se rapprochant d'une Europe, et à un certain d'autres moments étant hors de l'Europe. Et donc c'est toujours cette question extrêmement mouvante de la frontière entre un centre et une périphérie, et qui pose la question depuis où on écrit cette histoire de l'Europe, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui, qui ramène aussi cette frontière entre des vainqueurs et des vaincus de cette histoire. Et comment elle se construit. Car les périphéries, alors qu'on soit à l'est de l'Europe, et là John a beaucoup insisté sur les frontières de l'est, mais c'est aussi des frontières très souvent qu'on a construites à l'ouest, puisque au-delà des Pyrénées, pendant très longtemps, on était perçu comme faisant partie d'histoire, de culture et de population trop métissée. Trop métissée parce que la part de ce qui pouvait être pensé comme non européen, ou une part d'islam ou d'africanité, était trop visible. Et donc c'était pas juste un rapport à l'histoire coloniale, mais c'était aussi un rapport à l'histoire qui se construisait au sein de l'Europe. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'en contre-réaction, au-delà de ces frontières, donc ces peuples qu'on a définis comme étant des peuples de mulâtres, et tout le discours nazi a été de dire, et ces catégories ont d'abord été pensées au sein de l'Europe, c'est-à-dire il y a des catégories de peuples aryens et puis des peuples mulâtres qui se définissent aussi au sein de l'Europe. Et donc c'est depuis ces périphéries où on a construit un discours donc extrêmement dur sur la blanchitude et sur l'européanité. Et ce discours il s'est non seulement construit donc au sein de l'Europe, mais aussi par rapport au territoire que ces périphéries étaient en train de coloniser. Donc c'est l'effet aussi contre-productif, c'est-à-dire dire européen, ça se fait pas seulement par adhésion, ça se fait parce qu'on est rejeté. Et que devenir européen, très souvent, c'est de devenir invisible et donc devenir blanc. Et donc ce discours, alors sur devenir européen, quand on vient du Portugal, c'est un discours qui s'est construit sur la longue durée, puisqu'il s'est construit que dans les années 1980. Et donc au final, donc on se retrouve dans un espace cosmopolite, et de tout ce qu'il y a le plus cosmopolite sans doute dans le monde, avec ces différentes nations, micronations, mais qui au final a beaucoup de mal à penser le métissage culturel, biologique, et pas seulement, mais aussi linguistique, comme faisant partie de son ADN. Donc d'où cette complexité de ce nous européen, y compris aujourd'hui, que cet Européen soit un vieil Européen, et je mets vieil Européen entre guillemets, ou un Européen de passage. Et donc tout l'enjeu qui passe, et on le voit à travers ce livre, d'une définition, ou de passer en tout cas d'une définition d'être européen produite depuis l'Europe, ce qui est le cas de ce livre, alors que pendant très longtemps, c'était une définition par défaut qui a été produite depuis l'extérieur de l'Europe. Et ce qui définissait l'Europe, c'était pendant très longtemps que cette Europe a été pensée depuis l'Asie, ou pensée depuis d'autres marges, puisque l'Europe, à un moment donné, a été pensée ou comme terre de mission, donc là pensée depuis l'Asie, ou alors comme un espace, une province du monde, donc depuis l'Inde. Donc là, c'est, me semble-t-il, tout l'enjeu de cet ouvrage, c'est de passer d'une définition être européen depuis l'Europe à une définition pendant très longtemps qui était une définition par défaut depuis les marges de l'Europe. Donc voilà mes questions. Bon, merci pour l'invitation. Je vais être bref parce que le temps passe. Ce qui m'interpelle est la relation entre cette idée de l'Europe et des Européens, c'est-à-dire l'idée d'un côté du territoire et de l'autre des individus et des groupes qui peuplent ce territoire. Mais en même temps, on parle de territoire, mais aussi de l'idée, donc une désignation linguistique de ce territoire, mais aussi une désignation de l'idée en elle, en tant qu'idée. Et
Donc, la question qui sommes-nous, Européens au pluriel, mais aussi ceux qui se prononcent sur la question et qui ont le droit et la possibilité de se prononcer sur la question de cette identité. Mais il y a toujours, bien sûr, des motivations politiques qu'il faut prendre en compte et leur dimension historique, culturelle et sociale, bien évidemment. Donc, ce qui m'intrigue, et ce qui intrigue un grand nombre d'auteurs dans ce volume qui me fait mal aux genoux, c'est le rapport entre le nous et les autres. Est-il, pourrait-on dire, un rapport européen par excellence, ce rapport entre le nous et les autres, cette construction de nous et des autres? Quelles sont, en l'occurrence, les implications pour la notion de l'identité et pour la citoyenneté qui en fait partie, bien qu'elle soit différente, bien évidemment? Comment sont-elles, ces notions d'identité et de citoyenneté, comment sont-elles légitimées ou, si j'ose dire, illégitimées dans le discours sociopolitique? Et bien sûr, vous avez avancé l'exemple de l'islam en Europe. Les musulmans parmi les Européens, ou plutôt les Européens musulmans, pour reprendre cette dichotomie entre le territoire et les individus et les groupes qui le peuplent, et des interventions politiques qui existent et qui persistent, dont nous en avons parlé tout à l'heure, cette exclamation du nouveau ministre de l'Intérieur de l'Allemagne qui dit « l'islam ne fait pas partie de l'Allemagne ». Ce qui est encore une fois intéressant, c'est peut-être pas cette phrase en soi, mais c'est la présentabilité de cette phrase qui est perpétuelle. Enfin, ce que les Allemands appellent peut-être, je ne sais pas comment le traduire, mais la Saarländlichkeit. Oui, c'est-à-dire que c'est parfaitement acceptable de dire ces choses-là pour une grande partie de la population. Donc, j'aimerais bien penser ensemble plusieurs constructions en rapport avec la présence de l'islam ou bien l'Europe musulmane. Et c'est d'un côté la construction de l'idée de la judéo-chrétienté en Europe, une idée qui me semble une construction datée de l'après-guerre, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, pour peut-être être un peu provocateur dans ce lieu, le républicanisme français qui est une rhétorique supposément de l'inclusion tout en étant une pratique de l'exclusion. Et donc, pour en revenir, enfin, c'est juste, comment dire, un ensemble de questions qui m'interpellent en ayant regardé ce volume qui me fascine à plusieurs niveaux. Donc, pour en revenir au titre qui est Europa, notre histoire, je me pose la question, pourquoi pas dire Europa, nos histoires, ou plutôt encore une espèce comment dire, d'appel collectif, racontons, ou bien plutôt narrons les Europes, avec un S à la fin. Donc voilà. Merci à vous. Vous ne pourriez pas savoir comme ça me fait plaisir d'avoir des questions aussi pertinentes
et en même temps aussi variée, ne serait-ce que pour une raison bien simple, ça me donne l'impression que nous n'avons pas travaillé pour rien. Bon, laissons de côté cet aspect personnel, et je reprends les questions telles que vous les avez posées dans l'ordre où vous les avez formulées. La première question sur les silences et les pratiques de sélection, les choix faits par les acteurs, les logiques de transmission, ce sont des questions fondamentales. Ce que je pourrais vous dire là-dessus, je ne ferai que répéter ce que vous trouvez chez ceux qui ont bien plus que nous travaillé sur les logiques des mémoires collectives. Je prends par exemple Maurice Halbwachs que j'évoquais tout à l'heure, mais pour prendre une sociologue, politologue contemporaine, je prendrais Marie-Claire Lavabre par exemple. Il y a toute une dynamique dans l'évolution des mémoires collectives qui entre-temps est assez bien cernée, et d'où il ressort que les mémoires ne sont jamais figées, qu'elles sont toujours en concurrence. Les seules mémoires qui deviennent unidimensionnelles ou quasiment consensuelles sont les mémoires mortes, et toutes les autres, ce sont des mémoires en débat. Et les débats ont toujours une dimension politique, car débattre sur l'interprétation du passé, ça signifie en réalité vouloir s'approprier la maîtrise du discours sur le présent et donc du discours sur l'avenir. Nous avons des tas de conflits apparemment mémoriels en Europe dont on s'aperçoit que les enjeux réels ne sont pas du tout des enjeux historiques ou historiographiques, mais essentiellement politiques au sens présent et futur. Un seul exemple, puisque Sofiane est à moitié allemand, c'est le fameux Historischer Streit de l'Allemagne, ce qu'on a appelé le débat des historiens de 1986 en Allemagne de l'Ouest, qui était tout sauf un débat sur le passé. Il ne s'agissait pas d'un débat entre différentes interprétations du nazisme, il s'agissait de la part des intellectuels du centre-gauche, à commencer par Habermas, de défendre leur position dominante dans le champ des médiatiques et intellectuels de l'époque. Bon. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais on en trouve dans tous les pays et à tous les moments. Donc ça, c'est la première chose, je crois. Il n'y a pas de mémoire sans contestation, sans réécriture, et ces réécritures se font toujours, ou plutôt ces reformulations, se font toujours à partir d'enjeux présents et de visions du futur que l'on veut construire. Vous posiez une autre question tout à l'heure, est-ce que le refoulé revient toujours ? Oui, d'un certain point de vue, mais pas automatiquement. Nous avons aussi des contre-exemples. Excusez-moi de revenir à un pays que je connais moins mal que les autres, l'Allemagne. Je suis frappé de voir comment, dans les régions de l'Allemagne qui sont passées au protestantisme, la mémoire catholique a disparu. Et ça n'existe plus. Et si je laisse ça de côté, qui nous renvoie au XVIe et au XVIIe siècle, je prendrai un deuxième exemple, cette fois-ci berlinois, puisque c'est là que j'habite. Vous savez probablement qu'il y a au centre de Berlin une église en ruine qui est conservée et dont on dit que c'est l'église de la mémoire, Gedächtniskirche. Mais lorsque tout le monde regarde cette église, il est persuadé que c'est une église qui garde mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Or, au départ, c'est une église qui a été construite pour garder la mémoire des prouesses et des actions des Hohenzollern. Donc on voit très bien comment, en fonction du contexte, les interprétations peuvent se réécrire complètement et avoir un autre sens. J'ai écrit l'article sur
résistants et collaborateurs. Et de cet article ressort, j'espère, assez clairement que la définition qui a été construite dans l'immédiate après-guerre et qui était commune à la majorité des pays européens, indépendamment de la guerre froide, a été presque entièrement réécrite à partir du ressurgissement des débats autour de la Shoah et de l'Holocauste. Comment surmonter la ténacité des mythes qui sont des mythes qui, par bien des côtés, cachent la réalité du passé et du présent? Je ne vais pas vous répondre, car il s'agit d'un autre domaine à ce moment-là, pour lequel je n'ai pas plus de compétences que les uns et les autres. Moi, je peux analyser en tant qu'historien comment se fait cette ténacité, pourquoi cette ténacité est là, mais comment la surmonter? Je peux simplement analyser des processus dans lesquels on voit que progressivement, des mythes dominants sont remis en question et sont remplacés par d'autres. Mais je ne connais pas d'exemple dans lesquels les mémoires collectives ne soient pas en même temps des mythologies. Parce que dans toute mémoire, nous avons besoin d'images et nous avons besoin aussi d'une appréhension émotionnelle et affective de ces images. Alors des reversements, il y en a. Des repentances, il y en a. Je me rappelle assez bien la repentance publique des évêques catholiques en France pour reconnaître la culpabilité de l'Église catholique au moment de la Seconde Guerre mondiale et dans la Shoah. C'est un exemple parmi d'autres. Un second exemple de repentance qui, moi, m'impressionne encore plus, c'est l'agenouillement du chancelier Willy Brandt à Varsovie en 1970, où il s'agenouille devant le monument à la gloire des Juifs qui se sont révoltés contre l'occupation allemande et nazie en 1943, et il s'agenouille pour demander pardon. C'est un rite de repentance, alors que lui-même n'a rien à se reprocher, puisqu'il a été dès le début opposant à Hitler et qu'il a été tout le temps dans l'opposition. Mais à partir du moment où il a été élu comme chancelier, il se sent co-responsable de l'ensemble de la société allemande et de ceux qui avaient du mal à reconnaître leur responsabilité ou la culpabilité de leurs ancêtres. Voilà quelques éléments de réponse que je pourrais vous apporter, mais ils confirment ce que vous disiez très bien, à savoir que toute réalité historique et encore plus toute réalité mémorielle est ambivalente. Et il y a toujours au moins deux faces, sinon plus. Et si, toujours. Qu'on l'accepte ou non, ça ne changera rien. Et vous avez des formes, par exemple, d'affirmation d'une mémoire positive qui ne prennent leur force que pour compenser des aspects négatifs qu'on veut étouffer ou dont on voudrait qu'ils soient oubliés. Mais je prends un dernier exemple, excusez-moi de nouveau, un exemple allemand. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire qui était Emmanuel Kant. Et Kant s'est battu un moment avec son principal serviteur. Et il a dit, maintenant, je ne veux plus en parler, il faut que sa mémoire soit oubliée. Mais lorsqu'on décrète qu'une mémoire doit être oubliée, par la force des choses, elle continue d'exister. Et donc, il y a des logiques très différentes entre la logique de l'oubli, qui est une logique normale, et heureusement que nous oublions. Il y a une superbe nouvelle de Borges sur l'homme qui n'oublie pas, et il ne peut pas vivre parce qu'il est écrasé par le poids de la mémoire. Heureusement que nous oublions, on ne peut pas vivre si on n'oublie pas. Mais d'un autre côté, à côté de l'oubli,
il y a aussi ce dont on ne parle pas. Et lorsque on fait silence, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne parle pas en espérant que, à la longue, il y aura de l'oubli? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'on ne parle pas parce qu'on n'est pas capable d'en parler? C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays d'Europe occidentale après la Seconde Guerre. Les traumatismes de la Seconde Guerre étaient tels qu'il était très difficile d'en parler directement après coup. Et c'est ce qui se passe encore dans beaucoup de pays de l'Europe centrale et orientale vis-à-vis du communisme. Et ce qui ne s'est toujours pas passé dans l'Europe occidentale et qui probablement devra venir aussi à un moment avec cet héritage communiste. Bon, laissons ça. Voilà quelques éléments de réponse que je pourrais vous donner. Deuxième chose, les questions d'Antonio. Inclusion et exclusion vont toujours de pair. Donc là aussi, on retrouve l'ambivalence constitutive de toutes les créations identitaires. Les hiérarchies, les métissages, comment les métissages ont permis à certains de se réaffirmer face à ceux qui prétendaient qu'ils étaient les meilleurs Européens, ou l'inverse. Tout ça, ce sont des choses aussi que l'on peut resuivre et que nous avons essayé de présenter avec quelques exemples. J'en prendrai un seul parce que le temps passe plus vite que je le voudrais. C'est l'exemple des articles de notre collègue Jürgen Trabant sur la pluralité des langues en Europe, où on voit très bien que l'Europe n'a jamais été un espace monolinguistique, qu'il y a eu, selon les époques, des langues dominantes, mais en même temps toujours des réticences face à cette domination des langues, et en même temps des dynamiques d'interconnexion entre les langues qui sont aussi importantes que les dynamiques de séparation entre les langues. Enfin, les questions de... alors, et puis je termine par une dernière remarque. Antonio avait tout à fait raison de dire que nous devrions, en tant qu'historiens, en tant qu'Européens, si nous voulons ne pas être trop bêtes, tout simplement, tenir compte des définitions que les non-Européens donnent d'eux-mêmes. La tentation permanente que nous avons en tant qu'Européens, c'est de s'imaginer que les discours que nous construisons, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, se suffisent à eux-mêmes. Or, ils sont unidimensionnels. Les discours de l'extérieur sont aussi importants, au moins en théorie, que les discours de l'extérieur. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu, car la question qui se pose, c'est de savoir comment les prendre en compte, ces discours, et quelles conclusions tirer des contradictions qu'il y aura nécessairement entre les perceptions extérieures et les perceptions intérieures. Et puis enfin, on retrouve là la question que posait Sofiane, le rapport entre nous et les autres. Vous posiez la question de savoir est-ce qu'il y a, d'un point de vue de l'histoire de l'Europe, une spécificité. Je le crains, ou je le crois, Yenardem. J'ai l'impression très nette que le sentiment de supériorité qu'on trouve de manière récurrente dans les définitions successives que les porte-paroles de l'Europe ont données de l'Europe, a eu pour conséquence que, en quelque sorte, la définition positive qu'ils inventaient comptait plus que les définitions des autres, et qu'il suffisait au fond de s'en tenir à ces formes de définition. Et donc, et ça se traduit par le fait que vous évoquiez très bien tout à l'heure, que lorsqu'il s'agit d'actualiser les définitions de ce que c'est que l'Europe, ou plutôt non pas comme espace géographique, mais comme communauté politique et comme communauté culturelle et comme communauté imaginaire aussi, car l'imaginaire est central là-dedans, la nécessité, je veux dire, se séparer des autres en montrant en gros qu'on est meilleur que les autres, c'est une arme tellement
facile et tellement payante en même temps qu'on ne peut pas y renoncer, c'est quelque chose qui est incontestable. Et les exemples que vous aviez donnés, le judéo-christianisme, c'est vrai que dans l'ensemble, l'idée que l'Europe serait l'héritière de siècles de tradition judéo-chrétienne est une idée qui a été formée après la Shoah, pour faire oublier en partie la Shoah et pour rappeler, pas uniquement, pour rappeler aussi que dans l'histoire des communes et en même temps partagées et divisées entre chrétiens et juifs, les périodes de cohabitation, de coexistence et d'échange l'ont emporté de beaucoup sur les périodes de persécution et de mise à l'écart. Mais c'est la même chose que pour vous dites du républicanisme, du français. Ceci étant, il me semble, mais de cela il faudrait que nous discutions ensemble, qu'il y a dans les débats autour de l'identité européenne aujourd'hui, encore une fois au sens politique, au sens philosophique et imaginaire, un élément du contexte qui est neuf par rapport au débat des siècles antérieurs, c'est le fait que depuis la Seconde Guerre, grâce à entre autres, le suicide européen pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à la tutelle exercée par l'Union soviétique et les États-Unis, qui fait que les Européens n'avaient pas d'autre choix que de cohabiter paisiblement les uns avec les autres, même si c'est dans le contexte de la guerre froide, l'espace européen est devenu progressivement un espace qui a mis entre parenthèses le recours à la guerre comme argument ultime pour résoudre les problèmes impossibles à résoudre autrement. Ce n'est pas toujours le cas. Ce qui se passe en Ukraine le montre bien, et l'implosion de la Yougoslavie il y a 20 ans l'a montré de la même manière. Mais les guerres en Ukraine, comme les guerres civiles de l'ex-Yougoslavie, ont été perçues par tous les Européens comme des scandales et comme des contradictions. Si bien qu'à l'heure actuelle, on peut espérer que pour la majorité des Européens, comme citoyens, mais aussi pour les institutions européennes, pour les mécanismes de dialogue, de discussion, de négociation entre les pays européens, entre les entreprises, etc., il y a ce consensus qui dit « nous renonçons à la guerre ». Et si cette chose-là perdurait, si l'Europe devenait un continent qui est capable de renoncer à la guerre pour lui-même. Parce que, et là on retrouve la dualité entre l'Europe et le reste du monde. Les Européens ne font plus la guerre entre eux, mais n'ont aucun complexe de faire la guerre à l'extérieur de l'Europe. Hein? Bon, je vais faire la parenthèse. Si effectivement l'espace européen et la communauté européenne devient un univers dans lequel la guerre est mise hors circuit, à ce moment-là, les dynamiques mémorielles peuvent devenir différentes. Car ce ne sont plus des dynamiques mémorielles qui sont connectées à des conflits, lesquels peuvent déboucher eux aussi sur des guerres. C'est ce que nous observons dans toutes les constructions mémorielles en Europe jusqu'en 1945. À ce moment-là, les divergences entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, pour le dire tout simplement, ou bien entre d'autres espaces européens, sont des divergences qui sont appelées à être surmontées par le dialogue. Et donc le véritable défi qui se pose aux Européens d'aujourd'hui, c'est non seulement de reconnaître que les mémoires européennes sont plurielles, ce qui est une évidence, mais aussi que ces mémoires sont toutes interconnectées les unes entre les autres, et que si les Européens d'aujourd'hui veulent rester fidèles à leur utopie d'un continent qui a banni la guerre, il faudrait qu'ils rendent leur mémoire partageable. Voilà.
Je voudrais juste réagir brièvement à l'idée de l'oubli qu'a souligné Céline et aussi à l'idée de civilisation judéo-chrétienne. Alors, tu as très bien dit, Étienne, que dans les parties protestantes de l'Allemagne, on a tendance à oublier le passé catholique, l'héritage médiéval. J'ai eu, dans les partis catholiques, donc j'ai eu le grand plaisir de passer 6 mois à Constance, où il y a la mémoire, évidemment, le moment de gloire de Constance, c'était le fameux concile ecclésiastique début du XVe siècle. Donc encore mémoire cultivée, et aussi, bon, il y a les traditions de carnaval, qui est autre chose dans les villes catholiques allemandes que ce n'est en France, donc très vivant. Donc il y a ces contrastes. Quand on regarde les identités, la perception de le passé religieux, par exemple en Espagne, pendant les années Franco, l'Espagne était catholique. Et il y avait cette petite intervalle, occupation entre guillemets musulmane. Bon, depuis, au contraire, surtout certaines régions, Andalousie, Tolède, célèbrent leur héritage musulman. Le musulman célèbre aussi ce mythe de convivencia des 3 religions qui est devenu un contre-mythe avant. Donc Antonio, tu parlais de l'idée qu'on avait de la péninsule ibérique en Europe comme retardée, comme il y avait la leyenda negra. Oui, et à la fois contaminée par l'islam, par les mélanges et aussi par l'Inquisition. Donc c'était figure d'intolérance, et donc créer ces contre-mythes de la convivencia était une manière de dire voilà, on a des exemples à montrer à l'Europe pour aujourd'hui. Et si on regarde ces questions en France, donc moi en tant que médiéviste, souvent on me dit bon, la France, Moyen-Âge, c'est catholique, donc l'Église catholique, on a tendance à oublier la présence des Juifs. Et notamment, moi j'avais écrit un article il y a quelques années sur l'expulsion des Juifs de Bretagne, proclamée par le duc Jean le Roux en 1240, dans le contexte où il y avait eu des massacres des Juifs à Nantes et ailleurs, non seulement en Bretagne, mais aussi dans tout l'ouest de la France, dans les années 230. Ça, c'est des mémoires oubliées complètement. Donc, si on va dans le sud de la France, il y a au contraire le mémoire des Cathares, là aussi mythologisé, mais donc tous ces mémoires, effectivement, on a des choix, on a des versions mythifiées qui sont créées. Donc, sinon, pour revenir à cette question, donc effectivement de civilisation judéo-chrétienne, je pense, je suis d'accord avec Étienne, qu'il s'agit surtout d'une manière de se découper, au moins, peut-être pas déculpabiliser, mais reconnaître la part de l'héritage juif dans un contexte après Shoah, et qu'ensuite, ces 20 ou 30 dernières années, ce même concept de civilisation judéo-chrétienne, dont on ignorait déjà les origines, on l'utilise pour exclure les musulmans. Dire voilà, vous n'êtes pas... Et donc d'où maintenant ce contre-concept de civilisation abrahamique. Donc on voit que ces concepts qu'on manie, c'est toujours dans des contextes bien précis. Alors, si vous permettez, je demande à Pierre s'il peut me donner encore 2 minutes. Pour rebondir sur ce que vient de dire très très justement John, il y a quelque chose que j'ai personnellement découvert en faisant ce travail et en discutant avec les autres et en écrivant finalement un article que je n'avais trouvé personne d'autre pour l'écrire. C'est à quel point la scission progressive au Moyen-Âge entre la chrétienté latine et la chrétienté grecque est un élément essentiel de l'histoire européenne. Or, c'est quelque chose qui est très largement passé sous silence ou oublié.
Et cette scission qui au départ est une scission avant tout théologique et encore plus politique, parce que la chrétienté latine voulait reprendre la main sur Constantinople et sur la théocratie de Byzance, c'est une scission qui est devenue irrévocable à cause de la construction de contre-mémoires au moment des croisades. Les croisades sont un élément important non seulement dans l'opposition avec le monde de l'islam, mais au moins autant avec le monde orthodoxe. Le sac de Constantinople en 1204 par les croisés manipulés par les Vénitiens, c'est ça finalement qui a donné consistance à cette idée chez les orthodoxes que la chrétienté latine est mauvaise et qu'on ne veut pas la croire et que la vraie dépositaire de la foi chrétienne, c'est le monde orthodoxe. Et alors ce qu'il y a de plus aussi intéressant dans le monde orthodoxe, c'est comment après 70 ans de domination communiste en Russie, et donc plutôt en Union soviétique, et presque 50 ans de domination aussi communiste en Roumanie ou bien en Bulgarie et en Serbie, etc., l'orthodoxie refleurit aujourd'hui avec une vitalité qui laisse tout le monde perplexe, parce que cette vitalité est évidemment instrumentalisée politiquement. Poutine, ça lui rend service et c'est pour ça qu'il les encourage. Mais en même temps, c'est ce que disait tout à l'heure Sofiane, Poutine se sert de l'argument de l'orthodoxie parce qu'il sait que c'est un argument qui sera accepté par des millions de Russes. Donc la crédibilité des mythes est tout aussi importante que leur logique. Mais ça suffit, sinon on n'aura plus le temps de manger.